se sont accumulés et ont donné au scénariste un peu de fil à retordre. L'histoire de Die Hard est tirée d'un, ou en tout cas il y a un élément qui chiffonne. Le fait que l'on fasse usage de bah alors, tout est bien qui finit bien. Eh ben non, parce que justement, on n'a pas de fin. 24 sur 2, troisième. Décembre dit période de Noël, une période que je sais que la plupart d'entre vous attendent avec impatience. Et quoi de mieux pour cette merveilleuse période de Noël qu'un petit film familial où tout est beau, tout est rose. Non, pas pour celui-ci. On commence à avoir l'habitude, l'histoire de Die Hard est tirée d'un, je vous le donne en mille, d'un livre, oui, Nothing Lasts Forever, écrit par Roderick Forbes qui se trouve être un ancien policier. Avec bien sûr quelques petites modifications, des petits clins d'œil rajoutés, mais pour comprendre tout ça, je vous propose de revenir à la base de la base. Nous sommes au milieu des années 80 et nous suivons l'histoire de Jeb Stewart, un scénariste qui vit à Hollywood. L'homme se trouve dans une situation relativement précaire puisqu'il n'a pas beaucoup d'argent, voire pas du tout, et qu'il a désespérément besoin d'un travail. C'est alors que la chance lui sourit, ou plutôt son agent Jeremy Zimmer, qui le met en contact avec Lloyd Levin, le responsable du développement chez Gordon Company, une petite filiale de la 20th Century Fox. Afin que vous compreniez bien, la phase de développement d'un film, c'est comme on l'entend dans le titre, le moment où le film se développe, c'est-à-dire la période durant laquelle on écrit le film et où on recherche du financement pour le produire. Lloyd Levin propose donc à Jeb Stewart un projet qui est mis sur la table depuis longtemps, adapter le livre Nothing Lasts Forever en scénario. À savoir que Nothing Lasts Forever, c'est la suite d'un autre roman de détective qui avait déjà été adapté par Frank Sinatra. Un détail qui a son importance. Violence. Full of junkies, prostitutes. Levin lui raconte rapidement le synopsis. C'est l'histoire de John Alland, un ancien flic à la retraite qui va chercher sa fille au travail où elle participe justement au réveillon de Noël du personnel. Et où badaboum débarquent des terroristes. Commence alors un jeu de cache-cache entre Alland et les terroristes. Les conditions de travail de Stewart sont assez confortables. Le scénariste a une grande liberté sur tout, à part deux éléments. Il doit impérativement respecter le fait que l'histoire se passe à Noël et à Los Angeles. Mais vous commencez à le savoir, l'histoire n'est jamais simple. Tandis que Jeb Stewart s'attaque à l'écriture du scénario, John McTiernan est engagé comme réalisateur pour le film. Mais John McTiernan, il a un petit problème avec le scénario. Ou en tout cas, il y a un élément qui chiffonne. Le fait que l'on fasse usage de terroristes. Parce que qui dit terroriste dit mauvaise action et dit en général mauvaise ambiance. Mais il n'est pas contre de participer au projet si on fait une petite modification. Et c'est ainsi qu'il rajoute sa condition à l'édifice. Ok, on fait un film sur des terroristes qui viennent casser l'ambiance, mais il faut absolument qu'il y ait de l'humour et de la joie dans ce film. C'est Noël après tout. Concrètement, Stewart a carte blanche sur tout, sauf sur l'ambiance et sur le décor. L'écriture du scénario lui prend un temps de dingue. Stewart travaille 18 heures par jour, ce qui lui laisse à peine le temps de voir sa femme ou d'être rentré à temps pour mettre ses enfants au lit. Les tensions dans le couple se font de plus en plus sentir. Certes, sa femme est ravie que son mari ait trouvé un boulot, mais pas si ça empathie clairement sur leur vie de famille. Un soir, après une énième dispute entre les deux époux, Stewart décide d'aller prendre l'air pour se calmer un petit peu. Il sort, hyper énervé, prend sa voiture, il est dans la pénombre, il fonce comme un malade et bim, sans le voir, il fonce dans un réfrigérateur vide en plein milieu de la rue. On ne se posera pas de questions. Toujours est-il que notre scénariste a été mort de trouille et a cru frôler la mort. Ce qui n'a pas tardé non plus à le faire réfléchir sur le fait qu'il était vraiment débile de se disputer avec sa femme pour si peu. Il décide donc de rentrer chez lui et de se réconcilier avec sa femme. Et c'est de cette façon que Monsieur Stewart a une idée pour son scénario. Lala ne viendra pas chercher sa fille à son travail le soir du réveillon de Noël, mais bien sa femme, dont il est séparé et avec qui il veut se réconcilier. Si je vous disais que le casting n'a pas été des plus faciles, et c'est un euphémisme, figurez-vous qu'au départ, le rôle de John McClane aurait dû revenir à Frank Sinatra.
Bien oui, rappelez-vous ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Nothing Lasts Forever est la suite de The Detective, le livre qui avait été adapté à l'origine par Frank Sinatra, et donc dont il avait les droits en ce qui concerne le personnage de John Allen. Mais Frank Sinatra, ayant 70 ans à ce moment-là et ne se voyant clairement pas ramper dans des conduits, la tête ensanglantée, décide de lâcher les droits du personnage et permet donc à la production de commencer réellement son casting. Comment vous dites? Bruce Willis? Non, parce qu'en fait Bruce Willis n'avait même pas été envisagé par la production en premier lieu. Le rôle avait été proposé en tout premier lieu à Arnold Schwarzenegger, qu'il a décliné parce qu'à ce moment-là de sa carrière, il souhaite s'éloigner un petit peu des films d'action pour se tourner un peu plus vers les films de comédie. Il sera ensuite proposé à Sylvester Stallone, Richard Gere, Harrison Ford, Clint Eastwood, Nick Nolte, Burt Reynolds, Mel Gibson, John Johnson, Richard Dean Anderson, Paul Newman, James Caan, et seulement après que tous ces gens-là aient refusé le rôle, il sera enfin proposé à Bruce Willis. Qui dira non? Non pas parce que le rôle ne l'intéresse pas, mais parce qu'au niveau contrat, il est malheureusement bloqué sur la série Moonlight qu'il tournait à ce moment-là. Mais comme les retournements de situation ne cessent jamais d'arriver à Hollywood, tout est bien qui finit bien, puisque la co-star de la série, Cybill Shepherd, tombe enceinte juste à ce moment-là, et la production se met donc en pause pendant 11 semaines, ce qui laisse pile de temps à Bruce Willis pour participer à Die Hard. Enfin, oui, mais pas pour la première semaine, durant laquelle Bruce Willis terminera le tournage de sa série et débutera celui du film. Par la force des choses, et comme ça arrive régulièrement lorsqu'un acteur est engagé sur 2 projets à la fois, il enchaînera 10 heures de tournage sur la série et puis hop, partira le soir sur le tournage de Die Hard et commencera même avec une des scènes les plus simples. Le fait d'avoir Bruce Willis comme star d'un film d'action ne manquera pas de choquer le tout Hollywood. Premièrement, je vous en avais déjà parlé, mais le Hollywood de l'époque adore catégoriser. On ne mélange pas les choses. Le cinéma, c'est le cinéma. La télé, c'est la télé. Bruce Willis, à ce moment, est l'acteur de Moonlight, une série qui passe à la télé, et n'est donc pas un acteur de cinéma. Hollywood fut donc tout à fait choqué que l'on donne le premier rôle de cinéma à un acteur de télévision. Qui plus est, deuxièmement, un acteur pas si connu que ça. On fait reposer le succès d'un film sur Brusky. Et pire encore, troisièmement, on lui confie le rôle principal d'un film d'un tout nouveau genre. Alors ok, il s'agit d'un film d'action, mais il s'agit d'un film d'action qui se passe à Noël et avec humour. Autant dire quelque chose qui n'est pas encore très fréquent à ce moment-là. Quand on innove, en général, on essaye quand même d'avoir des noms qui font vendre, histoire d'assurer les finances du film et ainsi d'éviter de produire à perte. Pour terminer, le summum du summum dans tout ça, on paye Bruce Willis, un acteur de télévision, 5 millions de dollars pour tenir le rôle. Un affront ultime pour Hollywood. Plusieurs problèmes se sont accumulés et ont donné au scénariste un peu de fil à retordre. Premier problème, et pas des moindres, alors que le tournage a déjà débuté, le scénario n'a toujours pas de fin. Et il faut bien évidemment trouver une fin en cohérence avec le reste du scénario. Deuxième problème, le planning de Bruce Willis. Afin de ménager son acteur, le réalisateur demande au scénariste de créer des petites scènes tampons, des scènes qu'on pourra tourner sans la présence de Bruce Willis, qui permettront donc à l'acteur de se reposer un petit peu. Et enfin, le troisième problème, c'est qu'à la demande spécifique d'un des producteurs du film, il souhaite une scène supplémentaire où McClane et Gruber, le chef des terroristes, se rencontrent avant la scène finale. Tout ceci a donné lieu à l'interrogation numéro 1 qui a été sur les lèvres de nombreux fans pendant des années. Comment, dans cette scène-là, McClane a-t-il compris que Gruber faisait partie des terroristes? What did I? Puisque, concrètement, aucun élément ne lui permet de le comprendre, ou en tout cas, aucun élément visible aux yeux du spectateur. Et bien, 29 ans plus tard, soit en 2017, l'équipe a enfin répondu à la question. Dans le scénario original, il y avait une scène qui donnait un élément crucial au spectateur dès le début du film. Cette scène se passait dans le camion avec lequel les terroristes arrivaient à la tour. Durant cette scène, on observait chacun des terroristes qui synchronisait sa montre à la demande spécifique de leur chef. Et cette montre devenait l'élément clé pour le spectateur ainsi que pour McClane, puisqu'à chaque fois qu'il en tuait un, il se rendait compte qu'il avait exactement la même montre que le précédent. Et ainsi, du coup, dans cette scène, au moment où McClane propose des cigarettes à Gruber, il constate ce fameux élément qu'il nous manque.
Et là, vous allez me dire, ouais, ok, y a pas la montre, mais le mec a un accent à couper au couteau, il aurait pu le reconnaître comme ça. Eh bien non, puisqu'à la grande et agréable surprise des scénaristes, ils se sont rendus compte que l'acteur jouant Grubber, Alan Rickman, était parfaitement capable de faire un accent américain. Mr. Takagi chose his people well, Mrs. Gennaro. I spent a weekend at a combat ranch. You know that game with the guns that shoot red pink? De ce fait-là, complètement camoufler le sien. Et là, vous allez me dire, bah alors, tout est bien qui finit bien. Eh ben non, parce que justement, on n'a pas de fin. Et qu'au moment où elle est écrite, elle est telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que Théo, le cerveau informaticien, court jusqu'au camion avec lequel les terroristes sont arrivés et en sort une ambulance. Sauf que dans la première scène de synchronisation des montres, il n'y a pas d'ambulance à l'intérieur du camion. Alors autant on peut compter sur la bonne foi des spectateurs pour croire en l'intelligence de son personnage principal et sa capacité à comprendre les choses sans les voir, autant faire apparaître soudainement une ambulance, faut peut-être pas pousser. Résultat des courses, on finira par couper cette fameuse première scène ainsi que tous les plans où on nous donne des indications sur ces fameuses montres et ainsi permettre la crédibilité du scénario. La phrase d'accroche de McClane est le fruit d'une passion de la part du réalisateur pour l'ambiance western et Roy Rogers. Et ceci puisque le réalisateur était tout à fait ouvert à l'impro, ce qui a d'ailleurs donné lieu à ceci. Ou encore ça. Oh my god, the quarterback is toast. Ou bien ça. Hans, Bobby, I'm your white knight. Dans la famille impro, nous demandons le cascadeur qui a loupé sa prise et qui est tombé plus bas que prévu. Après que le réalisateur se soit assuré que celui-ci ne s'était pas fait mal, il a décidé de garder la prise d'un réalisme bluffant. C'est ici que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez également me laisser des suggestions de films que vous voudriez voir dans ce format. Moi je vous laisse avec le prochain duel un poil plus girly. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour le dernier secret de tournage de 2020. Certes cette année n'était pas la meilleure, mais elle a eu du bon, non ? Cette semaine, le duel se passe entre The Holiday et Love Actually. On reste dans l'ambiance de Noël. Comme d'habitude, laissez-moi votre vote dans les commentaires, vous avez jusqu'à mercredi.